Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir la seconde partie des 10 mythes autour du home studio. Donc dans la première partie, nous avons vu le mythe de ma carte son n'est pas assez bonne pour faire des enregistrements professionnels. Nous avons vu j'ai besoin de préampli, d'EQ, de compresseur entre mon micro et ma carte son. Et nous avons vu le troisième point, le numérique n'est pas chaud. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 prochains mythes dans la musique. En attendant, merci de vous abonner. Merci pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir ces dernières semaines sur la chaîne Bibi Blabla. Merci du fond du cœur, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à l'indiquer en dessous, ça fait toujours du bien pour les statistiques. En attendant, abonnez-vous, en attendant le visionnage qui va être passionnant comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve juste après le jingle pour les 4 prochains mythes autour du home studio. Je vous embrasse, ciao. Ok, nous allons voir aujourd'hui 4 points qui sont 4 mythes dont j'entends assez parler autour du home studio. Je le répète, ces points viennent de mon expérience. Ce sont des points aussi auxquels j'ai cru pendant longtemps, auxquels je me suis accroché comme une excuse à la merde que je pouvais faire. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, on se trouve toujours des excuses. D'autant plus dans la musique, puisque c'est quand même quelque chose de assez compliqué. Sur les points que nous allons voir aujourd'hui, ça va vous donner, je pense, en tout cas j'espère, des perspectives d'amélioration. Et c'est surtout vraiment l'idée, je reviens là-dessus, l'idée n'est pas de critiquer les gens qui croient en ça, puisque moi-même j'y ai cru pendant longtemps. L'idée c'est d'arriver à ce que vous puissiez vous détourner de ces excuses et de faire de la musique. N'oubliez pas que les Beatles ont enregistré avec 4 pistes. Aujourd'hui, avec le moindre système, vous pouvez enregistrer multitude de pistes. Vous avez, comme on l'a vu dans la première partie, des convertisseurs et préamplis sur vos cartes son qui sont juste excellents. Donc, tout le reste n'est que bullshit. Voilà, donc bullshit numéro 4. Il me faut absolument Pro Tools, car il n'y a que Pro Tools qui sonne pro. Alors, je vais être très clair là-dessus. Pro Tools est ce qu'on appelle un DAW, donc un Digital Audio Workstation, au même titre que Cubase, au même titre que Studio One de Presonus, au même titre que Reaper, au même titre que FL Studio, au même titre que Mixbus de Harrison. Enfin bon, il y en a, voilà, vous en avez pléthore. Pro Tools ne sonne pas mieux que les autres. Pro Tools est une référence, c'est un standard, voilà. Ça a été en gros les premiers à investir les studios d'enregistrement. Ça a été les premiers à proposer des packages clés en main avec les convertisseurs. Et donc, voilà, c'est ce qui a intéressé aussi les studios au moment du passage de l'analogique au numérique. Donc, en fait, Pro Tools a eu aussi une politique commerciale très poussée pour, en fait, pénétrer l'ensemble du milieu professionnel et faire en sorte que les gens qui ont commencé il y a 20 ans à travailler sur Pro Tools travaillent encore aujourd'hui sur Pro Tools. Un standard est un standard, ça ne veut pas dire qu'il est mieux, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien, ça veut dire que c'est un standard, point barre. Parce qu'il est arrivé au bon endroit, au bon moment, et donc il a été adopté. Aujourd'hui, vous avez, moi je travaille sur Cubase Pro, alors peut-être qu'ils ont ajouté le Pro à Cubase pour faire quoi comme Pro Tools, que c'était Pro, mais enfin bon, sincèrement, on s'en fout. Je connais, donc Mathieu travaille avec Reaper. Est-ce qu'il fait du moins bon son que moi, ou est-ce que parce qu'il a Reaper et que moi j'ai Cubase, il y en a un qui est mieux que l'autre? Non, ce sont juste des outils. Ce sont des outils que vous devez maîtriser et donc vous devez connaître bien votre environnement, et si cet environnement-là vous plaît, si vous êtes bien dans cet environnement-là, et ben restez-y.
vous n'avez pas besoin de passer sur Pro Tools, puisque en gros, si vous travaillez bien sur Cubase, sur Studio One, et ben restez-y, puisque en fait, vous n'allez pas faire mieux sur Pro Tools. Voilà, il y a des outils qui divergent, et divergent c'est énorme, mais vous, si vous connaissez bien votre environnement, il n'y a pas besoin de changer. Voilà. Il y a eu des tests faits sur des sons passés dans Cubase, dans Pro Tools, pour voir. En fait, on est dans un milieu numérique. Voilà. Donc, un milieu numérique, il n'y a pas aujourd'hui de son. C'est les convertisseurs d'entrée qui vont vous donner une couleur à vos prises et les convertisseurs de sortie qui vont vous permettre d'entendre et de restituer la musique qu'il y a en interne dans votre machine. Le reste, c'est un peu bullshit. Donc, si vous aimez Pro Tools, restez sur Pro Tools. Si vous aimez Cubase, restez sur Cubase. Voilà. Il y en a qui changent, parce que en fait, au final, quand ils changent, c'est qu'ils préfèrent des outils qui sont plus dans certains DAW que dans d'autres, mais ils ne changent pas pour le son. Voilà. Donc, oubliez, si vous avez, comme je l'ai dit, n'importe quel DAW, restez-y. Pro Tools ne solutionnera pas vos soucis si vous en avez. En tout cas, ne vous fera pas sonner plus pro. Ok. Mythe numéro 5, que je viens d'enregistrer, ça sonne mortel, donc ça va sonner mortel tout le temps. Alors, dites-vous bien une chose aussi, c'est que à bonhomme égal derrière une console, à console égale, vous pouvez avoir un son complètement différent. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est toute la difficulté qu'il faut comprendre quand on commence à faire du son, c'est que l'oreille est un sens ultra subjectif. En gros, je vais essayer d'être clair, c'est-à-dire que l'oreille s'accoutume au volume. En fait, quand vous travaillez, vos oreilles subissent une fatigue. Plus vous travaillez fort, plus vos oreilles vont se fatiguer. Et quand vos oreilles arrivent à un moment donné, elles se fatiguent, et ben en fait, elle ne vous dit pas « Ah, comme les yeux, vous vous frottez les yeux parce que vous avez mal aux yeux ». Les oreilles, elles se protègent. Et en fait, au bout d'un moment, votre cerveau enregistre des choses, mais qui ne sont pas du tout objectives. Et donc, en fait, il y a un espèce de double effet qui se coule, on dirait, qui est que, en fait, vos oreilles captent un signal. S'il est trop fort, elles vont se protéger, donc elles vont faire abstraction de certaines fréquences. Et donc votre cerveau va les prendre un peu pour acquis. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous avez enregistré peut être très bien et vous pouvez, avec le même système, les mêmes micros, refaire la même prise le lendemain, c'est-à-dire replacer votre micro et avoir quelque chose de complètement différent. Voilà. Ne tenez jamais pour acquis ce que vous avez, c'est-à-dire que vous devez constamment vous poser la question de est-ce que ce que j'entends est juste. Donc de ne pas écouter trop fort, de changer d'écoute, voilà. Donc ça c'est très important pour ne pas en fait vous tromper et ne pas vous retrouver à faire de la merde. Il y a des fréquences qui sont nuisibles dans un son, mais en fait l'oreille, vous les entendez tout de suite, et en fait après l'oreille ne les entend plus. Pourquoi les grands mixeurs ou les grands ingénieurs du son travaillent vite? C'est parce que en fait ils veulent éviter absolument ce moment-là où en fait ils n'entendent plus rien puisque leurs oreilles se sont protégées et le cerveau en fait il a fait un espèce il remplit les vides, on va dire. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout objectif. Donc c'est pour ça qu'on voit les vraiment très bons travaillent très 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 vite parce qu'en fait ils vont capter tout de suite le frais. Il y a des mixeurs, ils disent qu'ils font leur mix en 20 minutes parce que après ils vont juste peaufiner les automations, les trucs comme ça, mais ils vont très 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 vite. Pareil pour enregistrer, si vous passez une journée à placer des micros sur un ampli guitare qui est à donf, et ben vous allez vous défoncer l'oreille près de l'ampli, et quand vous allez vous mettre sur votre ordinateur ou près d'une console ou caisse pour entendre, vos oreilles sont flinguées. Donc moi je sais que j'utilise au maximum des bouchons quand je vais régler, même quand je fais des prises batterie pour aller changer les micros, je protège mes oreilles.
pour éviter en fait que mes oreilles à un moment donné se ferment, parce qu'après ça met un peu de temps pour qu'elles puissent se rouvrir, pour qu'elles en fait elles se sont protégées. Donc faites très attention à ça. Vous avez l'impression peut-être d'avoir fait des bonnes prises, attendez le lendemain. Bien souvent le lendemain c'est là où vous allez savoir vraiment si vous avez fait de la merde ou si votre son est bien. Ne jamais se prononcer trop sur le moment, et puis pensez à vous protéger et pensez à travailler à des volumes cohérents. Ok, dans la même continuité, point numéro 6, mythe numéro 6, j'ai besoin de très bonnes écoutes ou d'un très bon casque pour pouvoir bien travailler. Alors là-dessus, je vais peut-être vous décevoir, mais ça c'est quelque chose auquel j'ai cru. J'ai failli il y a très nombreuses années casser plus que mon compte en banque pour pouvoir acheter des enceintes sur mesure et tout ça. J'aurais fait une connerie sans nom, puisque en gros, si vous regardez bien un peu les écoutes avec lesquelles les grands travaillent, alors vous avez dans des studios des murs d'enceintes avec donc faites sur mesure, tout ça. Moi je suis allé dans différents studios où j'ai pu entendre vraiment des enceintes qui avaient été dessinées pour la pièce. C'est génial, c'est super, il n'y a rien à dire, vous n'avez pas de distorsion harmonique, donc vous avez, pas de fatigue d'écoute. Maintenant, si vous prenez Chris Loredge, il travaille sur des NS10, ce que j'ai là, voilà. Les NS10 c'est ce qu'il y a peut-être de plus pourri, mais c'est ce qui retranscrit bien vraiment un mix. Ça veut dire que si ça sonne bien sur des NS10, eh ben, il y a de fortes chances que ça sonne bien partout. Donc Chris Loredge travaille sur des NS10. Vous avez Andy Wallace qui travaille sur des Genelec 1031, je crois. Donc c'est des enceintes qui étaient chères, mais pas, voilà, ça valait pas une fortune. Donc c'est quelque chose d'accessible. Andrew Cheps travaille avec des vieilles Tannoy qui ont 40 ans. Voilà, donc en plus c'est des enceintes passives avec un ampli. C'est quelque chose qu'il a payé 2000 €. Voilà, il ne travaille que là-dessus. Donc en fait, vous avez pareil, vous n'avez pas d'excuses là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez bien connaître vos écoutes. Voilà. Donc en fait, chaque écoute a des défauts. La pièce dans laquelle vous allez écouter va retranscrire plus ou moins les défauts de l'écoute. Donc ça va être un tout. Ça veut dire la distance à laquelle vous allez écouter, les enceintes et la pièce, comment elle va réagir. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est très bien connaître ses écoutes dans la configuration de sa pièce. Donc il vaut bien positionner ses écoutes et après ne plus y toucher et en fait écouter plein d'albums, plein de mix, plein de choses que vous aimez là-dessus pour entendre comment la basse est réglée, comment le kick est posé, comment les guitares sont posées, comment la voix est posée, pour en fait comprendre vos enceintes et pour pouvoir retranscrire dans vos mix cette même image et cette même profondeur et cette même largeur. Voilà. Quand vous connaissez bien vos enceintes, quand vous connaissez bien votre pièce, vous pouvez travailler avec des enceintes qui sont des enceintes accessibles. Moi au studio, j'ai par exemple, je ne sais pas si on les voit là, les petites enceintes, donc c'est des enceintes d'ordinateur Sony qui datent du début des années 2000, qu'un pote m'a filé parce que j'adorais le son de ces enceintes-là. Je m'en sers pour faire de l'editing, pour faire plein de choses. Je contrôle mes mix aussi dessus parce que dès l'instant où j'ai mes overheads qui sont mal réglés, ça fait tout de suite. Donc là, il n'y a pas d'erreur, je l'entends tout de suite. J'ai mes NS10 qui sont couplés à un caisson basse qui me permettent de travailler sur, allez, on va dire plus de 50% de la musique. J'ai mes grosses Tannoy qui sont des enceintes actives qui, elles, me permettent de travailler. Je les utilise surtout sur mes fins de mix et je les utilise pour régler mes guitares et je les utilise pour le mastering. Voilà. Et j'ai mes petites enceintes Ellipson avec un ampli et un caisson basse séparés qui sont des enceintes que j'utilise pas pour mixer mais que j'utilise pour le mastering puisque c'est vraiment des enceintes de Shine-Hi-Fi. C'était la Shine-Hi-Fi que j'avais il y a plus de 30 ans, que j'avais acheté il y a plus de 30 ans, qui était donc Ellipson, qui est une marque française, et donc j'ai même ampli, qui est un Luxman, avec ça, et en fait, j'écoutais en fait toute ma musique, j'écoutais longtemps ma musique dessus, donc c'est des enceintes que je connais bien, et donc quand je finis mes masters, j'aime bien écouter dessus,
pour voir en fait si je rentre bien dans la bonne case. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin d'un bon casque? Personnellement, j'ai testé des casques à 600 ou 700 boules d'euros, hein, des boules d'euros on parle, sincèrement j'ai... Alors ouais, il y a une espèce de loudness, mais pour travailler, c'est juste pas possible. Moi, en casque, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un KRK, c'est un 8400, voilà. Ça vaut 120 ou 130 balles, voilà. Ça sonne pas terrible, mais sincèrement, ça sonne pas terrible. Par contre, pour équaliser et compresser, je trouve ça d'enfer parce que vous entendez vraiment les seuils de compression. C'est beaucoup plus précis qu'une enceinte. Et en fait, vous arrivez vraiment à entendre quand vous avez trop compressé, quand vous n'avez pas assez compressé, ou les attaques et les releases. Donc je trouve ce casque vraiment formidable. L'autre chose que j'utilise, et ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai vu ça sur des forums. À l'époque où je voulais m'acheter un bon casque en me disant qu'est-ce qu'il faut acheter comme casque, et ben j'ai voilà, des earplugs, earbuds, je sais pas comment on appelle ça, Samsung, voilà, que j'ai acheté avec mon téléphone. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour avoir le rendu d'un mix pour travailler. J'en ai même acheté 5, j'en ai acheté 5 parce que voilà, je trouve que c'est génial. Ça vaut 5 euros, donc j'en ai de réserve, je peux paumer ma paire et en fait vous avez vraiment quelque chose qui va, je trouve, puisque au final, on va dire une grosse majorité de la musique qu'on écoute aujourd'hui finit sur un téléphone et avec ce type d'écoute. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des choses qui me permettent de contrôler mes masters ou contrôler mes mix pour savoir si j'ai une bonne spatialité, si la place de mes guitares est la bonne, si j'ai pas des choses qui viennent trop devant ou pas. Enfin voilà, donc j'utilise ça. J'ai essayé, comme je vous ai dit, des casques très très chers. J'ai trouvé ça pas bien. Je reprends l'exemple de Andrew Chet qui utilise un casque bas de gamme Sony comme celui-ci. Alors le modèle je sais plus, ça c'est un casque à 20 ans. Voilà, moi j'utilise pour faire des prises, pour des choses comme ça. Voilà, c'est un truc classique, ça vaut, je crois qu'ils le font encore, ça vaut pareil 120 euros. Et bah lui il mixe avec ça. Voilà, donc de la même manière que les enceintes. Des bonnes enceintes et un bon casque, c'est en fonction, c'est quelque chose, c'est un outil que vous connaissez, c'est comme le dos, voilà, vous devez connaître vos outils. Alors, dernier mythe aujourd'hui qu'on va voir, donc le mythe numéro 7, je regarde mes notes. Les plugs, c'est bien, mais le hardware sonne quand même largement mieux. Alors, là-dessus, je vais être clair. Je pense, ou peut-être pas. Disons que j'ai pas énormément d'hardware ici au studio, donc je peux pas faire le point sur tout le matériel que j'utilise en plugin. Donc j'ai en plugin, j'ai des Manley, ça vaut une blinde. Moi j'ai le plugin, il fonctionne très bien, voilà, j'en suis très content. J'ai acheté récemment, que j'ai montré dans un tuto sur mes 3 ou 4 channel strip préférés, donc la console SSL 4000E que j'ai acheté chez BX Brainworks. Donc ça marche du feu de Dieu, j'ai jamais travaillé sur une SSL 4000E. Je peux pas vous dire si ça sonne mieux ou moins bien ou pas. Ce qui est clair, c'est que les plugins, comme les périphériques, ce sont des outils qui vont vous permettre de colorer le son. Donc ça va vous donner une couleur, une saveur au son que vous êtes en train de faire. Ce qui veut dire que, sincèrement, on s'en fout que ça sonne pareil ou que ça sonne différemment. Le principal, c'est de savoir comment ça sonne. Moi, les plugins, par exemple, quand je travaille des guitares, quand je mixe une guitare, eh ben, j'ai 2 ou 3 EQ qui sont mes EQ de guitare. C'est-à-dire que moi, les guitares, pour moi, je les entends comme ça. Donc je vais essayer tel EQ. Si elle ne fonctionne pas, je vais en essayer une autre. Si elle ne fonctionne pas, j'essaye la troisième. Sur les 3 ou 4 que j'ai, il y en a toujours une qui fonctionne. Voilà. Donc pourquoi j'en suis arrivé là? C'est parce que j'ai passé des heures et 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 des heures à essayer des choses, à essayer d'entendre tel plugin, telle chose,
pour pouvoir comparer et pour pouvoir surtout capturer le son que j'avais envie d'entendre. Et c'est ça que vous devez faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vos oreilles, comme je le répète à chaque fois, qui vont vous dire si oui ou non vous avez envie d'entendre ça. Et pour ça, pour être ultra objectif sur vos oreilles, il faut beaucoup travailler. Voilà. J'aime à chaque fois citer Bruce Sweden, qui est un ingénieur du son, mixeur ultra réputé, qui a notamment fait Off the Wall et Thriller de Michael Jackson. Voilà, c'était le mec derrière la console qui a mixé. C'était un monsieur avec une superbe moustache. Je vais vous mettre une petite photo, vous allez voir, c'est très plaisant. Ce mec, quand on lui demandait, voilà, est-ce que c'est dur de devenir ingénieur du son, voilà, d'arriver à votre niveau, il dit, en fait, pour devenir ingénieur du son, le plus dur, c'est le premier million d'heures. Ensuite, c'est super facile. Et j'adore cette citation, puisqu'en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est que tant que vous n'en avez pas bouffé, et bouffé, et bouffé, et rebouffé, et fait de la merde, eh ben, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de ces gens-là. Voilà. Donc, après, votre objectif est peut-être pas de devenir le mixeur type Bruce Sweden ou Chris Lorridge, c'est de faire des choses propres, mais sachez que voilà, ça se fait pas comme ça. Et donc, en fait, pour boucler ce dernier mythe de savoir que les plugins sonnent moins bien que le hardware, je vais vous expliquer très rapidement ce qui m'est arrivé il y a un an. Il y a un an, j'ai décidé d'acheter un module API, c'est un format API 500 d'un préampli Rupert-Neve. Donc c'était, voilà, je voulais quelque chose de très bonne qualité pour pouvoir faire notamment les prises de voix, puisque j'avais 2 préamples en format API 500 qui étaient pas mal, mais qui n'étaient pas du haut de gamme, je savais, et donc je voulais me payer du haut de gamme pour me dire, voilà, j'ai un super préample pour faire des voix. Donc j'ai commandé ce préample qui valait 770 €, voilà, je l'ai reçu, je l'ai monté dans mon rack, donc API 500, et je me suis quand même dit, tiens, ça va être drôle, je vais faire des essais. Donc j'ai pris un micro classique que j'utilise pour les voix, le SM7, et donc je suis rentré direct dans ma carte son, j'ai chanté une phrase, j'ai rechanté la même phrase dans chacun des 3 autres préamplis. Sans surprise, le Rupert-Neve à 770 € était celui qui m'offrait le meilleur son. Donc, acte. Voilà, ça valait le coup. Ok, j'avais des préamples à 400 € qui, logiquement, sonnaient moins bien que mon Rupert-Neve à 770 €. Et à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, mais je vais quand même essayer quelque chose. C'est que j'ai aussi un plugin de préampli Neve. Et donc, je vais voir, je vais le comparer. Et donc, je suis rentré donc le SM7 direct dans ma carte son, avec en insert dans Cubase le préamp Neve en plugin. J'ai enregistré la même voix, la même phrase, et je l'ai comparé. Donc pour comparer toutes les prises, il faut forcément, comme je l'ai déjà expliqué, mais je le répète, il faut écouter tout au même volume. C'est-à-dire que vous devez faire un level match pour comparer, vous devez entendre les choses au même volume. Eh bien, figurez-vous, je vous le donne, Émile, que mon préampli Rupert-Neve à 770 €, la voix que j'avais enregistrée dedans, sonnait quasiment identique à ma voix dans le même micro, directement dans ma carte son, avec en entrée le plugin Neve, que j'avais déjà depuis X temps. J'ai refait l'essai une deuxième fois pour être sûr, et je suis retombé sur la même chose. La différence est infime. Personne ne l'entend. J'ai réemballé mon préampli à 770 € et je l'ai renvoyé en Allemagne, auprès d'un grossiste que tout le monde connaît, et je me suis fait rembourser. Parce que voilà, j'ai estimé que ça ne valait pas la peine. J'avais le plugin qui faisait la même chose. Donc comme je vous disais au début, j'ai pas testé tous les plugins, mais j'ai testé ce plugin-là dans une configuration qui, en gros, m'a dédouané, m'a libéré de tous les a priori que je pouvais encore avoir, parce que j'étais encore capable, il y a un an,
d'acheter un préamp à 770 balles, alors que l'utilisation que je pouvais en faire par le plugin était quasiment à 99% était la même chose. Donc ça m'a vraiment dédouané, et donc aujourd'hui j'utilise beaucoup les plugs en entrée. Donc voilà, donc à la réponse, est-ce que le plugin sonne moins bien que le hardware? Dans un cas, je peux vous certifier que non. Je n'ai pas testé tous les autres, mais ce seul cas me suffit à valider ce point de vue et donc à travailler sans ces outils qui sont très onéreux. Voilà, si jamais je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me marquer vos commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, dernière partie de ces 10 mythes autour du home studio. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Ciao!